bienvenue à tous à la conférence de la Ligue des cosplayers extraordinaires. Donc on va présenter un petit peu comme ça, n'hésitez pas s'il y avait une question à lever la main et voilà, pour interagir, on n'est pas forcément très nombreux donc c'est super, on va pouvoir interagir. Et sinon bien sûr il y aura du temps disponible à la fin, si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde. Voilà, donc n'hésitez pas et voilà, on aura le temps d'aborder tout. Alors, le thème de la conférence aujourd'hui c'est voilà, comment donner vie à des femmes fortes, à des personnages forts. Voilà, qu'est-ce que nous on peut en dire et voilà, donc on est aujourd'hui, nous avons Mélisène, Mélisène qui est là pour parler de toutes ses expériences et voilà, ses conseils sur ce sujet-là. Celle qui est juste à côté, voilà. Que vous avez pu voir hier dans sa grosse armure de chat et avec les props qui sont juste devant. Et enchantée, Sadalson également là pour vous servir aujourd'hui. Alors, les femmes fortes de la pop culture, donc première section, donc pourquoi c'est intéressant, pourquoi on aime les incarner. Tout d'abord, on aurait une question. Qu'est-ce que c'est pour vous une femme forte? Une femme tout court, c'est un bon point. D'accord. Pas d'autres avis? C'est bon. Ok. Nous, ça nous va comme définition, parce que c'est vrai qu'à travers la pop culture, on a énormément de types de femmes aujourd'hui qui sont représentées. Les codes ont pas mal évolué et les représentations des femmes à travers la fiction a énormément évolué au fil du temps. Je pense qu'on est tous assez d'accord là-dessus. Les femmes ont souvent été reléguées à des rôles passifs dans la fiction. Et aujourd'hui, on a des personnages très variés et une femme dite forte va pas forcément être une femme guerrière absolument. Et on va avoir pas mal de personnages avec une intelligence émotionnelle qui va lui donner un certain pouvoir aussi et qui vont en faire des personnages extrêmement intéressants à incarner au-delà de l'aspect juste badass, à gros, je casse des bouches, tout ça. Alors, par rapport au cosplay, on s'est rendu compte que les personnages dans la pop culture étaient de plus en plus variés. Il y a de plus en plus de femmes différentes. Et on a la possibilité de choisir le personnage qu'on a envie de faire. Ça peut être soit par rapport à son caractère, par exemple elle nous ressemble ou alors elle est complètement différente, donc on a envie de jouer un rôle et d'interpréter ce personnage qui nous tient à corps. Ou alors ça va être son physique, son costume, un petit détail ou l'aspect général qui nous plaît. Et on se dit, j'ai vraiment envie de porter ce costume ou alors j'ai envie de le fabriquer parce que je l'adore tout simplement. Et on a aussi des évolutions au niveau des morphologies et du type de tenue que vont avoir les personnages féminins. Les personnages féminins guerriers ont souvent eu des tenues assez dénudées, etc. C'est des choses qui évoluent. On va avoir des armures beaucoup plus complètes, comme par exemple le Kaji qui a fait Selkae. On va avoir des personnages aussi avec des morphologies différentes. Donc n'importe qui va pouvoir se retrouver dans ces personnages et s'y identifier. Et c'est vrai que c'est super enrichissant d'avoir aujourd'hui cette très très grande variété de personnages féminins dans la culture. Et pourquoi on parle des personnages féminins en particulier? Parce que nous, dans notre préférence, on aime bien incarner des personnages féminins, tout simplement. Parce qu'on est des femmes et c'est un peu plus facile pour nous au final. Parce qu'effectivement, dans la pratique du cosplay, il n'y a aucun problème avec le fait d'incarner un personnage d'un genre différent du sien. Et au contraire, c'est quelque chose de très très courant dans l'univers du cosplay. Nous, en tant que femmes, on aime bien incarner des femmes. Ça m'est déjà arrivé de faire du crossplay, mais c'est pas forcément une pratique qui me plaît à moi personnellement. Mais Crossplay, pour préciser, voilà, c'est vraiment quand on est une femme et on veut incarner un homme, et l'inversement, quand on est un homme et on veut incarner une femme, voilà, c'est le terme. On va pouvoir vous montrer des petits exemples dans les slides suivantes. Là, ce sont ambassadeurs. Et voici quelques réalisations de femmes totalement différentes qu'on a pu créer. Voilà. Et dans le lot, il y a un crossplay. Devinez lequel? Cherchez l'homme. Cherchez l'homme dans ses photos. Vous avez le droit de vous tromper. On ne sera pas vexé. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le numéro 2 ou le dernier? Non. Non, le numéro 2, c'est moi. Mais on comprend, que... Voilà. C'est ma virilité qui Non, ressort. le premier, c'est moi.
Il y a des pièges. Et oui, le numéro 3, c'est Tigresse. En même temps, ça lui permet de cacher complètement son identité masculine. Et donc, c'est Matos, notre ambassadeur, notre unique ambassadeur masculin, malheureusement, qui donc a interprété Tigresse, qui est vraiment un personnage féminin super intéressant dans Kung Fu Panda, très puissant, autant d'un point de vue puissance physique que émotionnelle, et c'est un chouette personnage incarné. Et sur le festival, là, il y a un Jacques Sparrow qui tout à l'heure, quand je lui ai parlé, tout de suite c'est une voix de femme. Et en fait, elle dit oui, non, je suis une femme, et en fait, c'est un des plus beaux Jack Sparrow que j'ai vu. Elle est passée sur notre stand tout à l'heure, elle est impressionnante. Incroyable. Ouais, parfois c'est vraiment confondant ce qu'on arrive à faire. Il y a des hommes parfois qui, je pense à, je vais citer Blondie Kay, mais qui arrivent très bien à reproduire une morphologie féminine, voilà, avec tout ce qui travaille dans le costume, dans le make-up, etc. Et c'est très confondant. Et l'inverse est également vrai, avec des femmes qui peuvent vraiment reproduire des morphologies, des traits de visage masculins. Et également, c'est hyper impressionnant à voir, et c'est vraiment du domaine du possible. De frontières à ce niveau-là. Ouais, c'est ça qui est chouette dans le cosplay, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait. La limite, c'est votre imagination et votre investissement personnel dans votre projet, quoi. Alors, tu dis autre chose ? Ok. C'est par rapport... non, tu voulais faire ? Non. Au final, on est fiers de notre féminité, et quand on fait une grosse armure, on arrive toujours à avoir quelques attributs féminins sur cette armure. Par exemple, sur les exemples, ça va être les plastrons qui laissent apparaître la poitrine, ou ça va être la taille un peu plus marquée qui permet de nous démarquer de nos homologues masculins. Ou des armures un petit peu plus sexy, éventuellement aussi. Ce qui est chouette, c'est vraiment d'avoir la possibilité aussi d'assumer une féminité exacerbée qu'on ne va pas pouvoir forcément assumer au quotidien. C'est un petit peu plus compliqué dans la vie de tous les jours, dans le travail, etc. Et le cosplay nous permet aussi d'aller jusqu'au bout de cette féminité et d'expérimenter aussi des choses avec notre identité en tant que femme, quoi. Voilà, et que c'est pas du tout par rapport au regard que les gens peuvent porter sur nous. On fait pas ça pour dans une optique de on voudrait plaire à un certain public, etc. Pas du tout, c'est pas du tout l'idée, c'est juste on veut nous produire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui est joli, quelque chose qui nous correspond, et pas être là juste pour répondre à un certain regard que les gens ont sur nous. On se sentirait forcé d'avoir un cosplay très féminin, etc. Enfin, c'est pas du tout dans cette optique-là. Ouais, il y a aussi une forme de vouloir sortir un petit peu de sa zone de confort, et c'est ça qui est chouette à travers le cosplay, et nous, la façon dont on aime le pratiquer aussi, que ce soit sortir de notre zone de confort technique, mais aussi notre zone de confort vestimentaire, on va dire. Quand on porte un cosplay très sexy, c'est avant tout pour nous plaire à nous-mêmes. On se sent femme forte si on est belle et sexy, avec un pantalon moulant, des talons aiguilles, des choses qu'on ne portera pas forcément dans la vie de tous les jours, mais qu'on va se permettre en cosplay parce que ça nous fait plaisir. Voilà. Et inversement, on peut aussi se sentir femme forte et puissante dans une armure intégrale qui cache presque complètement notre identité de genre, et arriver à se sentir puissante aussi de cette manière-là. Là, c'est plus par rapport à l'historique des personnages féminins dans la pop culture qui sont de plus en plus développés. Au début, c'était souvent des faire-valoir pour un public masculin. Après, on n'a pas trop de sources à citer, donc ça va être surtout notre ressenti en tant que cosplayeuse et fan de pop culture. Par exemple, le personnage de Lara Croft, qui au final s'est retrouvé hyper sexualisé à cause d'un bug. C'était... Ah, je parle pas assez bien. Okay. Tu parles pas dans le micro. Zut. Donc le personnage de Lara Croft qui est devenu hyper sexualisé parce que c'était une erreur de dev. Ils ont fait une petite manip qui a fait qu'elle s'est retrouvée avec des seins triangulaires énormes et proéminents. Et après, ils ont continué de jouer là-dessus. Ils se sont dit, finalement, on va laisser. Le hasard fait bien les choses. Et dans les derniers jeux, ils sont davantage retournés aux sources en développant davantage son caractère avant son aspect physique.
Voilà. On a le personnage de la princesse Zelda. Dans les premiers, c'est une princesse à sauver. Et progressivement, au fur et à mesure des Legend of Zelda, on se rend compte que c'est un personnage qui va devenir un personnage à part entière, qui a sa propre personnalité, sa propre puissance aussi. Et notamment dans Zelda Breath of the Wild, où c'est une déesse, quoi, tout simplement. Enfin... C'est une déesse et elle aide le héros dans sa quête. Voilà. Elle va sur le terrain, alors qu'avant, elle va pas forcément... Elle restait quand même passive, quoi. C'est pas qu'elle va sur le terrain, littéralement c'est elle qui lutte le jour à la fin. Faut pas spoiler. Pas de spoiler. Ça va, il est sorti il y a 5 ans. Ok, il y a prescription. Ok. Et pour le personnage de Galadriel, par exemple, c'est un personnage qui, à première vue, fait un côté féminité sage, un peu idéalisé, et au final, dans le film, par exemple, on se rend compte que c'est au contraire un personnage très puissant, très complexe, et très effrayant aussi, accessoirement. Et ce qui est bien, c'est que vraiment on a des œuvres qui développent beaucoup plus les personnages féminins. On n'est plus sur la princesse à sauver obligatoirement, l'homme qui va vraiment faire Peach par exemple. Même le personnage de Peach a évolué, elle a eu son propre jeu même à un moment. Donc, et c'est ça qui est chouette et qui permet aussi, je trouve aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans, d'avoir aussi plus de choix dans les personnages incarnés pour leur personnalité et pas juste leur esthétique. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, des remarques, ou si vous avez envie d'exprimer votre ressenti aussi par rapport à tout ça. Ou si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, faut pas hésiter. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Nous, c'est notre ressenti personnel de notre expérience de cosplayeuse. Moi, depuis plus de 10 ans, toi, depuis 10 ans, tout juste. Tout juste. Et puis, ça date depuis 5 ans. Depuis 4 ans. 4 ans. Voilà, donc notre pratique, la façon dont on a pratiqué le cosplay. Donc c'est vrai que c'est le constat qu'on a pu en faire au fur et à mesure de notre expérience. Il ne faut surtout pas hésiter à confronter votre propre expérience aussi si jamais elle est complètement différente. Là, ça va plutôt être comment nous, on va donner vie à ces personnages avec nos techniques, nos astuces et ce qu'on aime faire tout simplement. Ah, c'est moi qui commence. Et ouais. Allez. Alors, ce que j'aime faire comme personnage. En général, c'est quand je vais aimer un jeu ou une BD. Il y a parfois un personnage qui va beaucoup me plaire, donc je vais vouloir en faire le cosplay. Donc c'est souvent son chara-design, par exemple l'armure ou sa tenue en général. Et c'est quasi tout le temps des guerrières. J'aime bien avoir des armes. Je trouve ça rigolo de faire un personnage guerrier. C'est ce qui m'éclate le plus. Et ensuite, oui, je choisis souvent un personnage qui est proche de ma morphologie, parce que je suis plus à l'aise comme ça, tout simplement. Et des fois, ça arrive que j'ai aucune affinité avec le personnage, je connais pas le jeu, ni le livre ou autre, mais j'aime bien son design parce que j'ai vu une illustration. Et des fois, c'est pour faire un groupe avec des copines, on a envie d'avoir tout un costume du même univers, donc je vais créer un costume par rapport à ça. Donc, moi je vais prendre la suite. Donc, du coup, qu'est-ce qui, moi, va m'attirer dans les personnages que je vais choisir d'incarner? Donc, c'est surtout des personnages, voilà, on sent qu'ils ont traversé des épreuves, voilà, qui ont forgé leur personnalité, parce que finalement, on vit tous des coups durs, tous au quotidien, et les personnages aussi, ils sortent pas juste comme ça, ils sont 3 lignes de chara-design, et voilà, 3 lignes de texte qui s'expliquent, et non, ils ont un vécu, souvent, qui est intéressant. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup, ce qui découle de leurs épreuves, c'est un peu une nonchalance qui est née de la confiance en soi en fait. C'est que voilà, on a vu des choses, voilà, on a grandi, on s'est frotté à des choses, et du coup, voilà, maintenant on devient plus sûr de soi, on en a vu d'autres, voilà, on a vu des vertes et des pas mûres. T'aimes les personnages blasés en fait. Les personnages blasés, voilà, c'est bon, voilà, on m'embête pas, voilà. Donc, ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que aussi ça permet de s'incarner ce genre de caractère, ça permet aussi de prendre du recul un peu sur sa propre vie, sa propre expérience. Voilà, et donc aussi un sale caractère parce que voilà, en tout cas les personnages gentils c'est pas forcément mon truc, et voilà, les personnages qui ont un peu du caractère, du répondant, je trouve ça beaucoup plus intéressant à incarner et voilà, même à faire réfléchir sur soi-même. Donc ouais, bon, évidemment, comme mes collègues, ce qui m'intéresse aussi, c'est une référence inédite. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler de nouvelles techniques, de vraiment se poser les bonnes questions, pas juste répéter des techniques qu'on aura vues à droite à gauche, mais vraiment de progresser soi-même dans son cheminement créatif.
Voilà, donc tester des références qui n'ont jamais été faites, des nouvelles techniques, essayer d'en découvrir d'autres. Parfois on trouve un truc de récup, ah tiens ça peut être intéressant, et du coup on l'embarque et on se dit tiens on va pouvoir travailler sur le projet ou un futur projet avec une référence. Je traîne toujours dans les magasins de création pour trouver les nouveaux matériaux qui n'ont jamais été trop utilisés par les cosplayers. C'est toujours intéressant de tester les choses et voilà, et aussi s'améliorer sur l'existant. Sur les choses qu'on a déjà fait mais on aimerait bien mieux faire aujourd'hui parce que tous les ans on s'améliore un petit peu plus, c'est comment on pratique. Et il ne faut pas hésiter à essayer de s'améliorer, je trouve. Et voilà, et donc dans quel but j'aime bien faire ça? Pourquoi? Parce que en fait, travailler sur un projet, c'est travailler sur soi dans mon approche à la fois au niveau du cara design, le fait d'incarner un personnage. Ça fait grandir un peu intérieurement. Et aussi, apprendre de nouvelles techniques, ça fait aussi progresser sur sa maîtrise de son environnement. Et parfois, je vous donne une petite anecdote, ça m'arrive souvent de réparer mon appartement avec des techniques que j'ai appris en cosplay, avec du Warbler, ce genre de choses. Enfin, c'est des techniques de la vie de tous les jours finalement. Voilà, ça nous aide un peu tous. Du coup, moi, dans mes choix de personnages vont être hyper variés. En fait, je me cloisonne pas entre guillemets à un type de personnage particulier. Généralement, le premier truc que j'apprécie, ça va vraiment être un personnage qui me touche, qui va avoir une histoire qui vraiment m'aura marqué dans l'œuvre que j'aurais découvert. J'ai fait des personnages extrêmement variés, avec plutôt des personnages parfois un petit peu passifs, parfois des personnages au contraire extrêmement badass, des personnages voire même complètement cucu. J'ai fait Blanche-Neige par exemple. Mais ça va être à chaque fois des personnages qui vont avoir un petit truc dans leur histoire qui m'a touchée. Et je trouve que c'est aussi du coup un moyen d'apprendre à se connaître soi-même en essayant d'incarner toutes ces facettes de personnalité extrêmement différentes. Un autre truc qui me fait choisir un personnage, ça va être le fait de pouvoir apprendre des nouvelles techniques, pouvoir découvrir, monter en compétences, découvrir des nouvelles façons de faire, un petit peu comme Sada l'a évoqué, améliorer aussi les techniques que je connais déjà. J'aime bien essayer d'alterner entre un projet qui va être hyper challengeant techniquement et un projet au contraire où je me repose un petit peu plus sur mes acquis, sur des techniques que je connais déjà, un petit peu plus abordables, histoire de pouvoir souffler un peu et pas être tout le temps dans la tension à essayer d'apprendre des trucs hyper compliqués. Après, il m'est arrivé de faire des costumes de personnages que je connais très peu, genre par exemple Yuna. Je me suis éclatée à faire ce personnage, techniquement j'ai adoré, mais en fait je l'ai fait surtout pour faire un groupe avec des potes. Et ça, c'est une part dans le cosplay que je trouve très importante, l'aspect social, le fait de pouvoir faire des groupes avec des amis autour d'une œuvre commune, ou pas d'ailleurs, mais cet aspect vraiment social de pouvoir échanger, là le retour des conventions me fait un bien fou, de pouvoir vous voir, vous rencontrer, échanger avec vous, qu'on s'échange des astuces, des conseils, que je bave sur tous les magnifiques costumes que je vois dans les allées en permanence. C'est genre vraiment un aspect très très important pour moi du cosplay. Du coup, le fait de faire des groupes avec des gens, ça va pouvoir m'orienter vers un personnage en particulier, vers un costume en particulier. Et éventuellement, parfois, je dérive un petit peu de l'univers cosplay, juste reproduire une image de référence. Et ça m'arrive de temps en temps de faire des créas perso, comme les deux costumes que j'ai portés ce week-end, donc celui-ci et le costume que j'ai porté hier et Blanche-Neige. Ça va être des créations originales autour d'un personnage. Je prends sa personnalité, les codes de son identité physique et j'essaie d'aller un petit peu plus loin, de réinterpréter la tenue à son apparence à ma manière. Voilà. Alors là, ça va être davantage comment on fait nos costumes. Par exemple, lorsque je vais créer une armure, je vais utiliser des matériaux comme de la mousse, qui ne servent pas à protéger comme une vraie armure, qui sont souvent en métal, en cuir, voire en bois, ça arrive. Donc je vais regarder comment sont faites ces vraies armures, pour essayer de reproduire ces matériaux avec des techniques de peinture, de gravure, comme je l'ai fait ici par exemple. Là c'est de la mousse et j'ai recréé un effet bois en la gravant avec un cutter et en utilisant différents types de peinture. Pareil pour le choix des tissus, ça va être guidé par l'éventuelle époque d'un personnage. Parce que même si c'est souvent des univers fantastiques,
ils sont un petit peu inspirés de l'histoire, de la période médiévale par exemple. Qu'est-ce qu'on portait au Moyen-Âge? On ne portait pas du lycra, tout simplement. Des matières extensibles pour faire des justes au corps, ça n'existait pas. On était plus sur des tissus comme du lin. Donc je vais aller acheter du lin et travailler ce tissu-là, par exemple. Là, je trouve ça super intéressant, cette démarche-là, et c'est une démarche que je pratique aussi, parce que ça permet de rendre son personnage crédible dans la réalité, et pas uniquement, enfin, qu'on ne reproduit pas forcément le personnage de manière extrêmement stricte, mais qu'on essaie de rechercher un mélange de matières, de techniques qui vont rendre le personnage crédible dans la réalité, et arriver à lui rendre honneur de cette manière-là, quoi. C'est ce qui permet vraiment d'y croire au final. Parce que quand vous verrez vous voyez même dans les allées, etc., vous pouvez voir par quelle occasion, mais des matériaux qui ne sont pas forcément ceux qui auraient été utilisés dans un contexte historique, etc. Ça peut vous sortir aussi du personnage. On voit tout de suite à l'œil qu'il y a un petit manque de crédibilité parfois, et ça peut être un peu dommage, ou en tout cas si vous le faites, ça peut renforcer encore plus ah oui, effectivement, là, le costume il rend vraiment bien, quoi. C'est tout bête, mais le choix des matériaux c'est très important. C'est ça ce qui va donner plus de dimension pour les photos, pour les vidéos, même tout simplement quand on vous croise dans les allées. C'est vraiment le petit truc en plus qui va faire que votre costume, même si c'est le même personnage que votre voisine, il va sortir un petit peu du lot. Parce qu'il va y avoir cette petite touche personnelle, cette petite façon d'essayer d'ancrer votre personnage dans la réalité. Voilà. Pardon. Vas-y. Ça peut même être les salissures. Par exemple, si mon personnage il vit dans le désert, sur ses vêtements, il va y avoir des taches de poussière. Donc je vais regarder les couleurs du désert, ce sera plus de l'ocre, du rouge. Donc je vais tacher un peu avec le tissu avec de la peinture rouge. S'il vit dans la forêt, ce sera plus des tons comme du brun, du vert, comme s'il s'était assis dans l'herbe. Donc il y aura des traces d'usure qui seront verdâtres sur le tissu que je ferai en peinture aussi, par exemple. Et si vous préparez des concours aussi, c'est le genre de choses qui fait aussi une petite différence. On dit, mais effectivement, le choix des matériaux, la manière dont le matériau est travaillé, ça joue aussi également en concours. Donc si jamais vous voulez faire des concours, négligez pas non plus cet aspect-là. Ok. Donc là, par exemple aussi, au niveau des choix des matériaux, on parlait justement du travail des références. On peut aussi, des matériaux qui ont été utilisés historiquement, quand vous profitez dans un univers qui est parfois imaginaire, donc là par exemple c'est pour une référence Monster Hunter, s'inspirer de matériaux ok, un dragon, ça n'existe pas, très bien, mais qu'est-ce qu'on a de plus approchant sous la main qui existe et qui du coup, comment on interprète un dragon? C'est facile, on a des lézards, on a des animaux avec des écailles qui existent. Donc là, par exemple, je faisais des recherches pour faire un chapeau. J'aime bien les chapeaux. Pour faire un chapeau Monster Hunter. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu comment se comporte une écaille de pangolin à votre gauche. Et qu'est-ce que ça donne maintenant si on essaie de faire un petit peu cet effet-là sur de la mousse. Et pour se donner, qu'est-ce qui pourrait donner vie, quelle serait une texture correcte à donner à quelque chose pour un costume qui est d'origine animale, écaille. Donc au final je fais quelque chose un petit peu comme ça. Je me pose encore des questions, je vais peut-être améliorer au fil du temps, mais en tout cas c'est ce travail sur quand on cherche des matériaux, s'inspirer parfois des éléments animaux réels. Ça peut être une bonne source d'inspiration. C'est ça, parce que des fois on peut pas forcément utiliser le matériau originel, genre là par exemple le bouclier il est effet bois, mais elle aurait pas pu le faire vraiment en bois, sinon il aurait pesé un âne mort, tout simplement. Et je ne sais pas travailler le bois de toute façon. Voilà, et du coup on trouve des alternatives pour essayer de reproduire les textures, et pareil, toujours dans un but de rendre le truc crédible, quoi. Ok, donc là c'est un autre exemple. Parfois vous avez dans les références pareil imaginaires, vous n'avez pas forcément assez de détails sur la référence elle-même. Ça peut être juste du dessin ou ça peut être juste quelque chose de très pixelisé. Du coup, vous ne saurez pas forcément comment le rendre. Effectivement, vous pouvez juste se dire, ok, cette fameuse couronne là, elle est jaune. Ok, elle est jaune. Hop, je fais mon craft.
je finis de bricoler, et tiens, je me dis, bon, bah, je vais le peindre en jaune, quoi. Sauf qu'en fait, ça peut être intéressant de se dire, tiens, ok, mais ce que je veux faire, c'est quoi? C'est du métal, c'est quelque chose qui a été fait, et en plus là c'est Héra, c'est un personnage grec ancien, donc du coup on se dit, tiens, d'accord, c'est pas juste du métal comme ça qui sort de la fonderie, non, ça va être un matériau, là pour le coup, je me suis inspirée du bronze martelé, qui est une technique voilà, qui était plutôt pratiquée dans l'Antiquité, et donc l'idée ça a été du coup de reproduire cette technique de travail du métal, de bronze martelé, pour justement donner une crédibilité supplémentaire au personnage en disant voilà, ok, c'est un personnage de jeu vidéo, mais par contre ça s'inscrit dans une période qui est plutôt celle antique, et dans ces cas-là on va dire d'accord, quel genre d'apparence pouvait avoir une armure antique à ce moment-là. Donc voilà, ce genre de petits détails, merci. Voilà, qui peuvent en tout cas, déjà c'était très fun à faire, et en plus voilà, ça peut apporter un petit peu des petits détails en plus, voilà, on assemble les matériaux et c'est fini, quoi. On envoie en peinture. Après, toujours, voilà, dans les recherches qu'on va faire, il va aussi y avoir des choix de tissus. Moi, je sais que je fais beaucoup de couture, et la recherche des tissus pour avoir une texture intéressante par rapport à une illustration qui est vraiment toute plate, et aussi les techniques de couture que je vais utiliser vont me permettre de faire un petit peu la différence entre un costume qui va être très basique et un costume qui va avoir un petit peu plus de dimension. Là, en l'occurrence, sur ce costume-là, j'ai essayé d'utiliser de la laine parce que c'est un costume plutôt hivernal, automne-hivernal. J'ai utilisé aussi du simili-cuir pour la ceinture, avec donc un aspect matériaux naturel, puisqu'on est plutôt sur une période un petit peu ancienne, donc les tissus synthétiques, bof quoi, pour l'époque dans laquelle s'inscrit le dessin animé La Reine des Neiges. Et ensuite, pour les broderies, j'ai choisi de faire de la broderie à la main, toujours pour donner cette dimension supplémentaire et cette petite crédibilité supplémentaire, pour essayer de toujours rajouter du contexte au personnage, toujours essayer de l'ancrer dans une époque, un univers, etc. Quelqu'un qui ne connaît pas le personnage va avoir des indices un petit peu sur son univers avec les techniques utilisées pour le fabriquer. Et je vais aller un peu plus loin, c'est que j'ai vu une série il n'y a pas très longtemps, La Roue du Temps, qui est sortie sur une plateforme, et j'ai été en tant que cosplayeuse personnellement choquée. Je sais pas si vous avez noté le même détail, si vous avez vu, quelqu'un a vu ou pas La Roue du Temps, The Wheel of Time? Personne. Mais voilà, ça se passe, c'est un peu comme Seigneur des Anneaux, c'est fantasy, médiéval, etc. Par contre, donc j'étais très énervée contre cette série, parce que je me suis rendu compte dans la série, qui pourtant a un gros budget, que dans les costumes, on voyait des fermetures éclairs. C'est pas une période médiévale, c'est pour ça. Je veux pas spoiler, mais c'est crédible en fait dans la série. D'accord. Voilà, je te spoil cette information. D'accord. Qu'il y ait des tissus synthétiques et des fermetures éclairs, c'est crédible. Bah d'accord, mais en tant que visionneur... T'as fini la saison ou pas? Oui, j'ai fini la saison 1. Bah du coup, t'as compris? Non. T'as pas compris? Pas du tout. Ça se passe dans le futur, en fait. C'est un futur post-apocalyptique. Voilà. Donc j'ai fini la série. Alors du coup, je n'ai pas du tout compris. Mais du coup, voilà. Donc je ne comprends pas. Mais du coup, c'est gênant si le public ne comprend pas. Enfin bref, du coup... Voilà. Faites attention à ça parce que ça peut se voir, et quand vous voyez ça. Non, par contre, on va avoir des séries comme la série Reign. Je sais pas si vous. Voilà. Mais probablement les pires costumes historiques que j'ai vu toute ma vie. C'est des robes de bal de promo, quoi. Enfin, c'est une catastrophe d'un point de vue crédibilité historique, tout simplement. Et moi, je sais que j'aime beaucoup les séries historiques. Là, je suis tombée dans ce truc-là, et le fait d'avoir des costumes pas crédibles, ça m'a sorti complètement du truc. J'ai pas du tout pu accrocher. Alors que une série comme Game of Thrones a réussi à faire en sorte d'avoir des costumes fantasy, qualitatifs, et avec des textures, des techniques qui étaient potentiellement crédibles par rapport autour de l'univers. Et du coup, nous, à travers le cosplay, c'est ce qu'on essaie de faire, quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est notre ressenti à nous trois. Il y a pas mal de gens qui vont pas du tout s'intéresser à ce genre de choses. C'est pas une science exacte, c'est vraiment très très personnel. Voilà, pareil, après, dans une démarche de reproduire le plus fidèlement possible une image de référence, on va essayer de trouver la meilleure technique pour le faire. Au-delà de l'aspect
l'aspect crédibilité, il y a aussi l'aspect rendu technique. Là, du coup, il y a la comparaison entre l'image de référence et ce que j'ai produit. Et sur l'image de référence, on voit qu'il y a des petits fils, on a l'impression que c'est de la broderie, etc. Donc moi, j'ai décidé de faire de la broderie à la main. Mais on n'est pas obligé. Il y a plein de gens qui ont interprété ces motifs-là comme étant des motifs plats qui sont juste peints, par exemple. Et après, c'est un choix personnel de vouloir essayer d'aller au détail le plus poussé de l'image de référence jusqu'à essayer de reproduire vraiment la technique qui a été potentiellement utilisée pour réaliser le costume. Et c'est notamment la difficulté supplémentaire, je trouve, qu'on a quand on reproduit des costumes de films. Parce que là, on ne reproduit pas une image, un dessin ou les images de synthèse, on reproduit un costume qui existe. Donc, qui techniquement est réalisable, qui a des proportions réalistes, qui a des tissus qui existent potentiellement. Donc, c'est un petit peu une difficulté supplémentaire aussi dans les choix techniques qui vont être faits pour reproduire le costume. C'est un résumé de tout ce qu'on a dit précédemment, les différentes techniques. Et c'était pour partager une belle réalisation. Voilà. La première photo, c'est elle. C'est vrai. Vous avez tous reconnu, je suis sûre. La dernière, c'est toi. Oui. Ah oui, la dernière, c'est moi. Vous avez tous reconnu aussi, c'est obligé. Mais donc on n'a pas parlé, mais il y a vraiment à chaque fois des techniques qui existent, ou qui sont en tout cas en constante R&D chez les cosplayers, mais pour vraiment imiter beaucoup de matériaux, que ce soit sur les thermoplastiques ou sur les mousses. Mais voilà, on a cité tout ce qui était écaille, bois, mais on peut aussi imiter du cuir aussi, imiter un effet de pierre. Voilà, en fonction vraiment du matériau à reproduire. Tous les coups sont permis, il n'y a pas de... Tout existe, ou en tout cas peut se trouver, on en est convaincu. Du coup voilà, il n'y a pas de... Si vous avez une idée en tête, genre tiens je sens que ça ressemble à du cuir, j'y pense parce que là j'ai fait ça, c'était de la mousse mais qui en a effet cuir, on ne voit pas. Voilà, vous vraiment vous dire tiens c'est possible, voilà, je veux faire ça, comment j'y arrive? Mais en creusant un peu, vous trouverez la réponse. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Ou là, vous trouverez tout seul la réponse, qui est aussi possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Et sachez que voilà, c'est travail des matériaux, etc. La première chose à faire, c'est de vouloir le faire. Si vous dites, tiens, j'ai envie d'aller au bout de cette idée, parce que vous pouvez aussi ne pas le faire, mais j'ai envie d'aller au bout de cette idée de crédibilité historique, crédibilité de matériaux, etc. Rien n'empêche de, voilà, il faut juste prendre son temps, une fois qu'on a fini la pièce, avant de la peindre, avant de la finaliser, de dire voilà, on peut le faire et voilà, faut juste dire tiens, maintenant comment j'y arrive et se lancer et vous allez y arriver. Donc ouais, là, notre partie suivante, c'est ouais, les femmes fortes, c'est ouvert à tous, donc on en a un petit peu parlé précédemment. Ouais, donc on va pas se le cacher, je pense que vous pouvez le constater beaucoup en concours ou dans les allées, etc. Il y a quand même une majorité de femmes dans le cosplay donc qui pratiquent. Cependant, ce n'est pas du tout. Donc ça peut être amené à changer. Mais voilà, elles peuvent être incarnées des femmes très élégantes, mais pas que. On a déjà parlé. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, c'est vrai que le cosplay c'est quand même un loisir extrêmement féminin. Voilà, il y a majoritairement des femmes dans le cosplay, on le voit clairement au quotidien. Mais voilà, les hommes sont aussi présents et ça ne les empêche pas de cosplayer des personnages féminins, parce que nos personnages féminins sont trop cool. Et je les comprends bien parfois d'avoir envie d'aller s'exprimer du côté des personnages féminins. Là ici, c'est pas encore ces hommes qui vont faire des costumes de femmes. Là, c'est une femme qui a envie d'interpréter un personnage masculin, mais ça l'embêtait de faire un cosplay. Elle avait envie de rester une femme et d'être ce personnage. Donc, comme elle l'aimait beaucoup, elle était très attachée à son caractère. Elle l'a juste adapté à ses attributs féminins au final. Règle 63. Voilà. Exactement, c'est ça. Voilà, dans la pop culture, on appelle ça la règle 63. Ou du gender bend en langage cosplay. Dans le vocabulaire cosplay, on appelle ça du gender bend. Ce que Dozin nous dit, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnages masculins hyper forts, donc c'était un bon moyen de porter Cassidy, le cow-boy d'Overwatch. Ensuite, notre premier crossplayer,
Il s'agit de Arkonos Cosplay, qui adorait l'armure de Pharah, toujours du jeu Overwatch. Et parce que, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il estime que l'armure convient autant à un homme qu'à une femme. Elle lui plaît beaucoup, peu importe le genre du personnage. Donc il a décidé de la fabriquer et de la porter. Ce qui lui va très bien d'ailleurs. Sans chercher pour autant à ressembler à une femme. C'est ça. C'est ça. Voilà, il n'a pas cherché à raser sa barbe, à se faire un maquillage féminin. C'était vraiment le personnage féminin était juste trop cool, son armure était trop cool. Donc il a voulu la reproduire, puis il l'a portée comme ça et c'est très cool. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'était Archeda, un autre garçon qui est absolument fan de la série The Undread. Et son personnage favori, c'est le personnage d'Octavia Blodrena. Parce qu'il aime sa personnalité, son côté guerrier, et peu importe son genre. Il voulait absolument en faire le cosplay et lui rendre hommage. Donc il a décidé de prendre ce défi qui était le cosplay, parce qu'il a dû changer son attitude, parce qu'au final, ça on ne peut rien y changer, on n'a pas le même corps que les hommes. Et du coup, comment il a dit ça? Oui, c'est ça, c'était un travail de posture, d'attitude. Le roleplay, c'était très important. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est tout. J'ai un peu oublié, c'était il y a 3 semaines déjà qu'il m'a fait son compte rendu. Désolée. Mais ouais, c'est vrai que c'est l'occasion de pouvoir essayer d'interpréter un personnage d'un genre différent ou pas. Voilà, comme avec le gender bend, si on aime un personnage masculin, on peut rester quand même une femme et cosplayer ce personnage. Et au contraire, si on est un garçon et qu'on aime très fort un personnage féminin, on peut aussi faire un gender bend ou pas, en l'occurrence. Ici, c'est sur l'importance du roleplay. Là, c'est pareil, ça date d'il y a quelques semaines. Ouais, l'importance du roleplay, c'est quelque chose qui va quand même faire pas mal la différence aussi dans la crédibilité du personnage. Là, ce que nous dit Didi, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un personnage qui nous ressemble, et c'est ça qui est vraiment super. Moi, je fais plein de personnages très différents, donc forcément, il y en a dans le lot qui ne me ressemblent pas du tout. Et c'est l'occasion vraiment de s'amuser à fond. Et nous, ça fait partie des choses qu'on aime aussi dans le cosplay. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la technique, des personnalités des personnages, etc. Mais le roleplay, c'est vraiment un élément qui nous permet aussi de beaucoup s'amuser. Et voilà, comme elle dit, l'intérêt du cosplay, c'est que tu peux être qui tu veux. C'est le moment de faire quelque chose qui est complètement différent de ce que tu es d'habitude, et ça peut être un vrai challenge. Là, par exemple, Didi qui est très posée, alors que d'habitude, elle saute partout. Voilà. C'est ça, c'est elle, elle déborde d'énergie. C'est une boule d'énergie. Et là, elle fait un personnage très calme, très serein, sage. Voilà, c'est vraiment l'occasion. C'est ça, nous, qu'on aime énormément avec le cosplay. C'est vraiment, on peut s'exprimer de manière extrêmement variée. Donc là, on arrive à la fin de l'aspect un peu, voilà, on déroule, etc. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger un peu sur ces thématiques, on serait ravis, ou sur les textures, donc ça fait voilà, les questions des gens, les questions des textures, du cosplay en général, des concours. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez, à nous solliciter maintenant ou sur le stand de la Ligue, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Ouais. On est un petit comité, il faut en profiter. Je sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Mais ça peut être même négatif. Faut pas hésiter. Je vais parler fort, vraiment. Ok. Ouais. Ça vous a apporté quoi, vous, personnellement, depuis le fait du cosplay? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça nous apporte, nous, personnellement, le cosplay? Moi, pour ma part, ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Je suis quelqu'un de plutôt timide à la base, plutôt timide, réservée, rester discrète dans mon coin. Et voilà, le cosplay m'a permis de m'affirmer. Et d'apprendre à me connaître et avoir plus confiance en moi et en ce dont je suis capable. Comme on l'a dit plus tôt, le cosplay, c'est un loisir qui est chouette parce que c'est un loisir qui n'a pas de limite. On peut tellement faire plein de choses que ça permet vraiment de donner un gros boost de confiance en soi. On a évidemment des moments où on est au fond du trou parce qu'on n'arrive pas à faire un truc qu'on veut absolument arriver à faire. Cette série, on est en boule comme ça dans un voilà, avant de pleurer, avoir envie de tout foutre en l'air, mais voilà, c'est des rencontres géniales aussi. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable d'apprendre n'importe quoi avec de la persévérance.
Parce qu'au final, j'ai appris à coudre toute seule, j'ai appris la sculpture toute seule, la peinture. Tout ça, je l'ai fait en regardant des tutos, en lisant des livres. Et je me dis, si j'ai été capable d'apprendre ça, c'est que je suis capable d'apprendre n'importe quoi. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que vraiment, me sortir de moi-même pour incarner un personnage, ça me fait aussi me rendre compte de mes forces et de mes faiblesses. Et ça me fait me dire, voilà, il y a des choses, je me rends compte de manière de la personne que je suis, en fait, ce que je fais bien, ce que je fais pas bien, les choses qui me touchent, les choses qui ne me touchent pas, comment m'améliorer, comment être une meilleure personne. Et vraiment, analyser les facettes comme ça, incarner quelqu'un parfois d'un peu dur, quelqu'un d'un peu méchant, un peu, voilà, ça fait se rendre compte, voilà, finalement, il y a une question d'estime de soi, mais aussi d'analyse de soi-même qui fait qu'on peut essayer de changer dans la direction qu'on veut. Voilà, donc il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect spirituel dans lequel on peut aussi s'améliorer, je trouve, avec le cosplay. Pas d'autres questions? Ouais. Des conseils pour commencer le cosplay? Alors, choisis un personnage que tu aimes, déjà. Quelle que soit la complexité du costume. Vraiment. Moi, ce serait vraiment un personnage que tu apprécies profondément, que ce soit esthétiquement ou au niveau de la personnalité, ou les deux. C'est l'idéal, généralement. Parce que le premier cosplay, il va être dur à faire. Voilà, je vais pas mentir. Ça va être dur à faire. Après, ça va demander beaucoup de temps. L'investissement, quand même, en temps, en énergie. Tu vas passer beaucoup de temps à fabriquer ton costume ou à l'acheter et apprendre à te maquiller, etc. Ça va prendre du temps à apprendre ces techniques-là. Et du coup, pour moi, pour commencer le cosplay, il faut prendre avant tout un personnage qu'on aime. Moi, mon premier cosplay, c'était un personnage vraiment extrêmement anecdotique d'un vieux manga que personne connaissait, mais j'aimais énormément ce personnage et j'ai décidé de le faire alors qu'il était super galère à faire au final. Il y avait une espèce de coiffe immense et tout, j'avais jamais touché à une perruque de ma vie, j'avais à peine cousu un truc, il fallait faire une espèce de... une robe un petit peu dans ce style-là, c'était une horreur à faire, franchement, c'était vraiment très très compliqué. Mais comme j'aimais beaucoup ce personnage, j'étais très persévérante et j'ai réussi par finir à le faire. Ça a mis des mois, mais j'ai réussi à le faire. Après, si vraiment cette marche-là technique fait vraiment peur, c'est bien aussi de choisir un costume qui paraît un petit peu plus simple. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos sur Internet. Il ne faut pas hésiter à aller sur YouTube, et YouTube beaucoup. Il ne faut pas hésiter aussi à poser des questions aux cosplayers qui ont fait le même costume que celui que tu veux faire. Ça peut arriver. Et en général, ils sont contents de répondre et d'expliquer comment ils ont fait leur costume. Et aussi, je rebondis sur Internet, effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de ressources, de gens qui partagent, qui font des tutoriels vidéo, ou même du texte ou des photos. L'important, je pense que c'est par rapport, maintenant que tu as trouvé un cosplay qui t'intéresse, maintenant, c'est de se dire, voilà, comment j'ai envie de le faire, qu'est-ce que je dois faire. Imaginons, je dois faire une robe ancienne, voilà. Du coup, je vais m'enseigner sur comment faire une robe ancienne, par quoi je commence, etc. Et du coup, là, il suffit juste de dérouler. Mais l'important, c'est de savoir, voilà, j'aurais besoin de faire ça, j'aurais besoin de faire une baguette magique, j'aurais besoin de faire une épée. Voilà, et du coup, découper tout ça par petits bouts et voilà, commencer à se renseigner, voilà, comment on fait. On suit un tutoriel pour savoir comment faire. Et au fur et à mesure, on va y arriver, en fait. Il faut juste arriver à bien découper en tout petits morceaux, je pense, de tâches. Parce que sinon, la tâche paraît énorme. On dit, voilà, il y a plein de trucs à faire, il y a 10 éléments dans le cosplay. Non, on les prend un par un, et on se dit, voilà, je dois prendre ça, ça, ça. Et un par un, on les fait. Puis ça va arriver vite au final. Vous avez d'autres questions? Dans tous les cas, on reste sur le stand. Voilà, on reste sur le stand de la Ligue. C'est le Y1, c'est ça? Ouais, Y1, donc juste en bas. Voilà, vraiment à l'entrée du festival. Donc, n'hésitez surtout pas si vous voulez qu'on échange de manière peut-être plus face à face qu'en mode conférence. Voilà, faut surtout pas hésiter, on est là pour ça. Ou même venir sur le Discord de la Ligue. On a un serveur Discord. Vous avez toutes les coordonnées. On a des QR codes sur le stand qui vous permettent de rejoindre le site internet. Ensuite, vous avez toutes les coordonnées. Et du coup, on a un serveur Discord qui nous permet d'échanger à l'écrit ou en vocal entre cosplayers pour se coacher les uns les autres. Voilà, s'entraider, se motiver, partager nos avancements, etc. Faut pas oublier qu'on est tous sur le projet, mais on est tous ensemble aussi face aux difficultés. On se galère. On se motive Il faut tous. savoir que les débutants et les non-cosplayers sont aussi les bienvenus sur ce Discord. Voilà. Tout à fait. T'es même fortement invité. À partir du moment où on s'intéresse de près ou de loin au cosplay,
Le Discord C'est ouvert. is the place to be. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus. On espère que voilà, ça vous aura intéressé, voilà, ou en tout cas donner des petites astuces à droite à gauche. Et en tout cas, voilà, donc on vous remercie. Et on espère vous revoir très vite voilà, sur le stand, sur Discord, une autre fois également. C'est ça, un autre événement. Voilà, donc on a d'autres événements à venir également. Mais, donc en tout cas, merci beaucoup à tous et Merci. passez une bonne journée.